De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonjour. Pour vous présenter les différents dossiers de ce soir, vous savez que la semaine prochaine, l'opposition politique, en tout cas une grande partie dans une coalition, a décidé de marcher sur les rues de Kinshasa pour réclamer un processus électoral plus crédible et qui ne permettra pas de braquage électoral comme ils l'ont présenté, mais aussi pour la situation socio-économique du pays un peu plus favorable à la population. Il s'agit notamment du triangle ou plutôt du carré Fayulu, Katumbi, Sesanga et bien évidemment Matata Pogno. Ensemble, ils vont marcher sur Kinshasa et pour ce Kinshasa Direct, nous recevons un des communicateurs de ces Quator, c'est-à-dire Monsieur Pistis Mouteba. Il est de Envol de Denis Sesanga. Avec lui, on va parler de la rue ce 13 mai pour ces problèmes socio-économiques et sécuritaires que j'ai cités tout à l'heure. En parlant justement de problèmes socio-économiques, il y a également les fonctionnaires qui ont des inquiétudes au niveau du syndicat, malgré tous les chiffres, malgré toute l'embellie que l'on annonce, de la retraite en rose et tout ce que vous voulez. Monsieur Henri Kanakana, qui est président de Transparence et Justice sociale, sera avec nous sur ce plateau pour donner sa version des faits, la version des faits de ceux pour qui il porte la voix, et il affirme qu'il y a des inquiétudes en ce moment. Mais avant, il est 18h et à Télé 50, la tradition, ce sont les informations. Je vais passer l'antenne à Moïse Chamala de l'autre côté pour la grande ligne de ce 18h. Bonsoir Moïse. Bonsoir Christopher Ochokoum et bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. On ne peut pas aller aux élections avec un fichier électoral confectionné par M. Kadima. Ce sont là les propos de l'opposant congolais Martin Fayulu tenus ce mardi lors d'un point de presse animé conjointement avec l'actuel coordonnateur de la coalition Lamouka, le professeur Mathieu Kalele. Ils ont également profité de l'occasion pour dénoncer toute tentative de fraude électorale. Aux directions La Chopo, où une quarantaine de personnes ont trouvé la mort dans un conflit communautaire entre les Mbolé et les Langola dans la commune urbano-rurale de Lubunga à Kisangani, et plusieurs autres personnes sont portées disparues depuis le 6 avril. Les présumés criminels ayant endeuillé les familles dans cette commune ont été arrêtés et présentés à la gouverneure de province. Et bien en Afrique, l'opposant sénégalais Ousmane Sanko a été condamné ce lundi 8 avril en appel à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique dans l'affaire qui l'oppose au ministre Mamé Mbaye. La cour d'appel a confirmé les montants des dommages et intérêts fixés en première instance. Il risque l'inéligibilité en cas de condamnation définitive. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Christopher Ochokoum. L'actualité reste en continu. Voilà, de retour sur ce plateau avec le tout premier dossier de ce soir. Ce sera avec M. Pistis Mouteba de Envol que j'ai annoncé tout à l'heure pour parler de la rue ce 13 mai. Bienvenue dans cette émission Famille et Nation. Parce que nous voulons traiter la famille pour apporter à la nation des citoyens qu'il faut. La nation RDC a besoin de la stabilité. La famille a besoin aussi de la stabilité. Voilà pourquoi nous avons ce programme. Est-ce que combien parce que la femme a compris mal la vision de l'homme? Lorsque vous dites que la femme doit rester derrière pour accompagner l'homme, pas comme à la destination, au moins on que moi si moi la leader et non. La femme est leader par rapport à la vision de l'homme. Sinon, ce qui m'obali a aussi l'homme, moi si a aussi l'homme, c'est la nation n'a pas solobi et ils en a problème. L'homme doit aimer et la femme doit être soumise. Regarde. La soumission d'ailleurs c'est quoi? Nous sommes sous mission. La femme est sous la mission. Donc sa mission dépend à son homme.
Désormais, ça sera sur Télé 50 chaque jeudi. Suivez-nous sur Canal+, canal 344, sur Easy TV, canal 101, sur StarTime, canal 108 et sur TNT. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo, sur notre page Facebook Télé50.cd, sur Twitter Télé50.cd, sur Instagram Télé50 officiel. Et suivez toutes les informations en continu sur notre site internet www.télé50.cd. Télé50, simplement congolais. d'aggraver les conflits dans ces pays. Et vous avez vu que ces gouvernements, ce n'est pas un remaniement. C'est un remaniement, c'est pas un remaniement de fond en comble. On peut pas dire que c'est un réajustement. Non, c'est juste un réajustement technique avec l'incorporation de personnages symboliques à des buts essentiellement communicationnels et je vais dire géostratégiques. Et ça n'a pas respecté le poids politique. Oui, c'est-à-dire que s'il fait l'union sacrée avec Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Bahati, Kabouya et Sama Lukonde, il faut qu'il les replace pour qu'il soit encadré, pour qu'il ne puisse pas échapper à la dynamique électoraliste. Ce qui fait que
Jean-Pierre Bemba, s'il avait des velléités, par exemple, des ambitions d'être candidat président, il est aujourd'hui phagocyté dans un gouvernement pour la défense, donc il sera focus sur la crise à l'Est, eh bien, il n'aura pas, peut-être demain, avoir des ambitions pour devenir candidat président. Ça va être un peu compliqué. Vital Kamerhe, c'est la même chose. Il va être ministre dans l'action de l'économie. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui sur le plan du dollar, du panier de la ménagère, de la situation, on va à chaque instant revenir à lui parce qu'il est ministre de l'économie. Donc il va être focus dans l'exécutif. L'électron libre qui reste, c'est Bahati Lukwebo. Parce que lui, il est président d'une institution et qu'il est autorité morale d'une plateforme relativement immense. Et donc, il peut toujours à un moment donné sortir de la plateforme et devenir candidat président. Les transhumants d'hier sont les premiers déçus. Tous les FCC qui sont partis, ils ont gonflé la majorité au Parlement. Ils s'attendaient Sam à 1, ça n'a pas eu lieu. Ils entendaient la territoriale, ça n'a pas eu lieu. La diplomatie, ça n'a pas eu lieu. Les entreprises, ça n'a pas eu lieu. Et maintenant, Sam à 2, au finish, ils ne sont pas non plus là-bas. Et c'est un peu triste pour même certains qui avaient une certaine image de respectabilité, un parcours, etc., qui se sont fourvoyés. Et conclusion, ils vont avoir que les yeux pour pleurer. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais.
C'est finalement avec M. Henri Kanakana que nous commençons ce Kinshasa Direct. Je l'ai dit tout à l'heure, il est le président de Transparence et Justice Sociale, un mouvement qui se bat pour le respect des droits des fonctionnaires de l'État, les syndicalistes notamment, et il a des inquiétudes d'après ce que la production m'a soufflé ce soir. Bonsoir et bienvenue M. Henri Kanakana. Merci, bonsoir M. Christopher. Alors, tout droit, déjà, pour circonscrire les cadres, quelles sont ces inquiétudes aujourd'hui? C'est justement la question d'actualité parce que, vous voyez là, l'IGF a produit un travail magnifique que nous saluons beaucoup. Dans ce travail, nous constatons qu'il y a des agents qui sont doublement ou multiplement payés, ce qui est tout à fait malhonnête. On a constaté beaucoup d'effectifs, ce qui est également malhonnête. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de coulage de l'argent public de l'État au bénéfice de quelques personnes malhonnêtes. Et nous voulons pousser que nous puissions lutter et continuer à lutter. Ça nous réconforte dans notre lutte contre la corruption, contre les fraudes, contre les antivaleurs au sein de l'appareil étatique, notamment dans les administrations et dans les services publics de l'État. Monsieur Henri Kanakana, moi j'étais avec vous un peu plus précédemment, c'est-à-dire il y a quelques mois. Vous aviez des plaintes sur la répartition des salaires, par exemple, que l'on devrait donner équitablement à chaque travailleur au niveau de la fonction publique. Alors, je me pose la question, c'est que l'IGF vient de découvrir. Est-ce que vous, en interne qui travaillez au quotidien, n'étiez pas déjà au courant? Est-ce que vous n'êtes pas en quelque sorte complice de la situation que vient de trouver l'inspection générale des finances? Nous avons toujours découvert ces choses. Je me rappelle même en 2011 déjà, j'allais dans une mission au Kindu où après des enquêtes, nous avons constaté qu'en tout cas, près de 1/5 de l'enveloppe de la paye était détournée. Nous avons fait notre rapport et nous, en tant que syndicat, en tant que missionnaires, nous n'avons pu que nous limiter à nos rapports. Et nous avons fait nos rapports. Pas plus tard qu'en 2017, je pense, nous avons fait un autre contrôle. Moi-même, j'étais désigné pour le secteur des finances. Nous avons trouvé autant d'anomalies certifiées avec pratiquement les autorités de l'administration. Mais cependant, nous avons fait nos rapports et il appartient à chaque fois au gouvernement de pouvoir savoir élaguer et mettre fin à toutes ces situations. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le gouvernement prenne le courage de mettre fin une fois pour toutes à toutes ces anomalies. Corruption, fraude, fictif, toutes ces choses doivent cesser. Parce que autant d'argent qui est gaspillé au bénéfice de quelques fraudeurs, cet argent peut servir à l'inclusivité salariale que nous saluons. Cette politique du gouvernement de l'inclusivité salariale, il y a beaucoup d'agents non payés en salaire de base, tout comme en prime. Il faut que ces agents soient payés. En plus, nous avons toujours dit aux gens, vous savez, nous sommes tous Congolais. Nous avons droit chacun à un travail. Donc, un Congolais, un emploi, une rémunération. Mais quand nous avons un Congolais qui a plusieurs emplois, plusieurs rémunérations, il doit savoir... Ce qui n'est pas mal, mais à condition d'effectuer le travail. Non, ce qui est mal par rapport à l'équité. Ce qui est mal par rapport à l'équité... Vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un d'avoir de travail, de boulot. Non. Un homme, logiquement, par rapport à ses capacités physiques, ne peut pas travailler à temps plein à deux endroits. Parce que travailler à temps plein à deux endroits, ça veut dire prester au minimum 48 heures par semaine. Et lorsque vous êtes un homme avec nos conditions physiques, vous ne pouvez pas prester 96 heures par semaine. C'est pourquoi nous disons c'est une bonne politique d'avoir un Congolais, un emploi, une rémunération. Dans ces cas-là, nous ramenons l'équité. L'équité veut dire quoi? L'équité veut dire tout simplement que tous les travailleurs soient payés de manière équitable et que les salaires, pratiquement, aient cette qualité d'égalitaire. Parce que la loi, le Code du travail dit même qu'à travail égal, salaire égal. Et que nous n'ayons pas de Congolais qui sont favorisés, qui sont cumulards, alors qu'ils ne travaillent même pas là où ils sont cumulards. Quelqu'un, il peut travailler dans une entreprise, il est dans une administration, il est ailleurs, mais rassurez-vous qu'à un seul endroit, il travaille bien. Dans tous les autres endroits, il ne travaille pas du tout. Vous-même, sur ce plateau, président de Transparence et Justice Sociale, vous avez combien de matricules? 7. Mon frère, vous savez, par rapport à ma conscience, par rapport à ma moralité, depuis le banc estudiantine, je n'ai droit qu'à un seul travail, à un seul matricule, et je n'ai droit qu'à une rémunération. Donc, je ne peux pas me contenter de 2 emplois.
Est-ce que vous connaissez personnellement les personnes dénoncées par l'IGF? Parmi votre entourage, c'est sûr que vous rencontrez beaucoup des fonctionnaires, que ce soit dans les syndicats ou ailleurs. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un fier, se vantant de se retrouver dans cette situation de 2-3 matricules? Parce que j'aimerais un peu entrer dans le cerveau de ces gens, comprendre leur justification. Parce que j'ai échangé avec quelqu'un qui dit, bon, 2-3 matricules, et alors, c'est salaire de combien? $200, $300, si tu mélanges, c'est même pas le quart de ce que l'on donne ailleurs à la présidence de la République ou je sais pas moi. Bon, je dis toujours aux amis, vous savez, lorsque vous êtes mal payé, la meilleure des choses à faire, c'est de revendiquer, de réclamer une bonne rémunération. C'est ça même l'existence des syndicats, le bien fondé de l'existence des syndicats, de réclamer pour que tout le monde soit bien rémunéré. La Constitution, notre Constitution dit par ailleurs que le Congolais a droit à une rémunération équitable. S'il y a des gens qui sont très bien payés, alors il faudra que leurs compatriotes soient également bien payés. Donc on ne peut pas concevoir qu'il y ait des gens qui sont merveilleusement payés et qu'il y ait des gens qui sont très mal payés. C'est la raison pour laquelle nous luttons pour que nous ayons dans ce pays une politique salariale cohérente basée sur le principe d'équité. Et cette politique salariale, nous l'avons tant réclamée, et par écrit, et aussi lors de conférences. D'ailleurs, ce vendredi, nous aurons des conférences au CNDH, donc à la Commission des droits de l'homme, nous aurons des conférences sur la corruption. Donc pour combattre la corruption, pour combattre toutes les antivaleurs, avec d'autres organisations, ça ne sera pas seulement Transparence et Justice sociale, nous aurons d'autres organisations qui sont avec nous, telles que l'ODEP et puis la ZADO et autres. Nous allons pratiquement tenir une conférence et moi, mon thème sera justement la politique salariale. Parce que nous estimons que pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin à tous ces antivaleurs, l'une des solutions, je ne dis pas que c'est toute la solution, l'une des solutions, c'est aussi bien rémunérer les gens. Parce que quand les gens sont déjà bien rémunérés, ils ne vont pas développer des mécanismes de magouille. Et quand les gens sont très bien rémunérés, je ne pense pas que les employeurs, notamment l'État et les autres employeurs, soient en difficulté. Donc, en quelque sorte, c'est la faute à l'État aussi. Oui, c'est la faute à l'État. La faute à l'État, lorsque l'État ne rémunère pas bien ses agents, vous soumettez vos agents à développer des mécanismes pratiquement qui sont maladroits. C'est le cas généralement maintenant que nous sommes en train de décrier. J'aimerais bien revenir sur le fait, ce que l'on a découvert. Vous dites que vous-même avez déjà eu conscience de cela il y a bien longtemps. Dans le rapport de l'IGF, on dit que c'est un système établi sur plusieurs années. Oui. Mais il y a des jeunes qui proposent des solutions de numérisation de la fonction publique. Ouais. Il y a la bancarisation. Ouais. Malgré tous ces systèmes-là, comment ce phénomène a pu échapper à l'État pendant autant de temps? C'est ce que j'ai toujours décrié dans notre pays, c'est que nous avons l'informatique, nous devrons développer des applications, nous avons l'informatique, nous devrons en profiter pour gérer avec l'informatique, mais cependant, j'ai l'impression que dans nos administrations ou dans les appareils étatiques, on se sert de l'informatique comme pratiquement de matériel bureaucratique. Non, l'informatique, ce n'est pas seulement des matériels pour saisir des textes, non. Il faut développer toutes les applications de gestion à partir de l'informatique. Je pense que le travail qu'a fait l'IGF, c'est un travail de contrôle numérique. Mais nous voulons que l'IGF aille plus loin. Que l'IGF, au-delà du contrôle numérique, puisse faire un contrôle physique aussi de sa chambre, puisse confronter la réalité sur terrain dans tous les ministères pour savoir et certifier pratiquement le résultat de son contrôle. À la fin de cette certification, je pense que l'IGF découvrira plus encore et pourra encore faire plus de rentrées dans le trésor public pour que les agents qui ne sont pas rémunérés ou qui sont mal rémunérés puissent cette fois-ci bénéficier de bonnes rémunérations. Nous sommes disposés à pouvoir aider l'IGF de manière à ce que nous puissions de plus en plus découvrir. Mais aussi, il faudra que nous puissions avoir à anticiper. Nous devrons anticiper tous ces cas de manière à ce que, avec le système informatique qu'on doit mettre en application, que nous ayons les moyens du moins de savoir auparavant déjà que telle personne, par exemple, il a déjà un matricule. Comment est-ce que dans le même système, il peut encore être payé par un autre matricule? Les applications où on peut vous reconnaître de manière faciale, et je pense que toutes ces applications devront pratiquement les utiliser. Avec les empreintes digitales, on peut découvrir tant de choses parce qu'une seule personne peut changer de nom. Il est dans une banque avec un nom, il est dans l'administration publique avec un autre nom.
Mais avec les empreintes digitales, avec la reconnaissance faciale, tout est tout à fait facile. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne peut pas développer toutes ces applications et les mettre pratiquement en œuvre de manière à ce que nous puissions mettre fin, une fois pour toutes, à toutes ces antivaleurs? Nous, en tout cas, notre syndicat, et par ailleurs, pas seulement nous, avec toutes les organisations qui luttent contre la corruption et autres, nous sommes disposés à travailler de commun accord avec le gouvernement, avec l'IGF et autres institutions pour que nous puissions mettre fin à toutes ces antivaleurs. Il en va de l'intérêt des agents, de manière à ce qu'ils soient bien payés. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, mon frère, qu'il y ait des agents qui travaillent dans des banques, mais qui ne travaillent pas dans les administrations, mais qui bénéficient des rémunérations des administrations? Ce sont des anomalies. Il faudra que nous arrivions à un tel point que les données des entreprises au travers du ministère de l'ETPS, de l'emploi, du travail et prévoyance sociale, et les données des administrations au travers du ministère de la fonction publique, bien sûr aussi de la défense, de l'EPST et de l'ESU, soient confrontés de manière à ce que nous puissions découvrir toutes ces anomalies et que nous puissions découvrir que non, voilà, tel, par exemple, monsieur Kingani, il travaille à la banque, il est à temps plein à la banque et qu'il ne peut pas à la fois être à temps plein dans l'administration. Monsieur tel est à temps plein dans une société de télécommunications, il ne peut pas être à temps plein aussi dans l'administration. Donc toutes ces choses, il y a moyen vraiment d'y mettre fin. C'est question de volonté et de notre côté, nous, les organisations de syndicats, mais aussi les organisations de la société civile qui travaillent avec nous, nous sommes disposés à pouvoir accompagner notre gouvernement dans ce sens. Alors, c'est encore une question de la production. Par rapport à votre intervention de la dernière fois avec moi sur ce plateau, vous aviez beaucoup de plaintes au sujet de l'EPST particulièrement. Vos plaidoyers, est-ce qu'ils ont pu aboutir aujourd'hui? Non, avec regret, j'ai donc le regret de vous dire que notre syndicat a dû saisir le Conseil d'État pour mettre fin à la mesure arbitraire que Madame le secrétaire général de l'EPST avait pris à l'encontre de notre syndicat. Le syndicat, les autorités, les employeurs doivent comprendre une chose. Nous, les syndicats, nous sommes là pour revendiquer, réclamer le droit et les intérêts des agents ou encore des travailleurs. Nous ne sommes pas là pour, évidemment, gober tout ce que nous disent les employeurs. Parce que si un syndicat, aujourd'hui, arrive à faire tout simplement ce que l'employeur lui dicte de faire, là, je pense qu'il ne sera plus syndicat. Au niveau de l'EPST, nous espérons que la situation va s'améliorer avec le jugement que prendra le Conseil d'État. Et nous avons confiance en notre justice pour que le Conseil d'État puisse prononcer un arrêt qui puisse mettre fin, une fois pour toutes, à ces abus de pouvoir. Nous appelons ça abus de pouvoir parce que aucun syndicat ne peut être interdit de fonctionnement, ni par un employeur, ni par un mandataire de l'État. Ce sont les textes légaux qui les disent. La Convention 87 de l'OIT les dit, le Code du travail les dit, et l'arrêté portant réglementation dans l'administration publique aussi les dit. Donc, nous espérons beaucoup à ce que les gens qui sont là en train de pouvoir cautionner les syndicats puissent cesser de le faire, parce qu'il en va de l'intérêt du pays. Tant que nous travaillons pour les intérêts des agents et des fonctionnaires, et aussi de tous les autres travailleurs, nous travaillons pour les intérêts des Congolais. Et par rapport à l'évolution du dossier au Conseil d'État, est-ce que vous pensez qu'il y aura une suite favorable ou bien c'est plongé dans les papiers, des tonnes et tonnes de papiers? Non, vous savez, au Conseil d'État, ce que nous avons demandé, c'est juste suspendre la décision arbitraire prise par le secrétaire d'État à l'EPST, le secrétaire général de l'EPST, pour la simple raison que notre syndicat a pu être suspendu, a pu être interdit de fonctionner à l'EPST parce que nous réclamions les primes des agents, lesquels agents étaient très mal payés. Un agent qui touchait 68 000 francs et qui devrait nourrir toute une famille pendant un mois. Nous avons dû démarcher, nous avons dû manifester, nous avons dû réclamer pour que ces agents soient bien payés. Dieu merci, le gouvernement a entendu ces cris d'alarme et a octroyé une prime assez équitable pour les agents des administrations de l'EPST. Et pour le paiement de cette prime, à chaque fois, nous devrons manifester parce que c'est une prime qui n'est pas encore sur les états liquidatifs des rémunérations. Ce dont nous demandons au gouvernement de s'y pencher de manière à ce que cette prime d'encadrement des agents de l'EPST soit reprise sur la prime d'état liquidatif de rémunération. Mais il n'y a pas que ça, parce que notre syndicat, nous sommes dans plusieurs ministères. Nous avons de gros problèmes aujourd'hui avec la réforme, parce que nous devons basculer déjà en janvier 2024
au budget programme. Donc nous passons du budget des moyens vers le budget programme. Ces basculements auraient dû avoir lieu le 1er janvier 2019. Le gouvernement avait sollicité un moratoire de 5 ans. Et de 5 ans, 7 ans après avoir mis en œuvre la loi relative aux finances publiques. Alors, ils ont sollicité 5 ans, ça y ferait 12 ans. Et en 12 ans, on n'est toujours pas capable de basculer en budget programme. Nous disons non, cette fois-ci, l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, ne doivent plus accorder un autre moratoire au gouvernement. Nous devrons basculer au budget programme. Il appartient alors maintenant à son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de pouvoir mettre en œuvre toutes les structures qui ont pour charge d'implémenter ces budgets programmes, notamment les structures standards. À ce jour, nous avons les structures standards qui sont dans 24 ministères. Et c'est de l'intérêt de notre pays, de l'intérêt supérieur de notre pays, que l'on puisse mettre en place les structures standards dans les 36 autres secrétariats généraux. Pour la simple raison que ces structures, d'abord, les agents, ils sont sélectionnés sur concours, conformément à la loi et conformément à toute la réglementation. Et tous les agents qui ont été affectés dans les 24 premiers ministères, en 2 vagues, l'ont été de manière objective et méritoire. Après concours, on a sélectionné après concours les meilleurs. Et ces meilleurs, on a retenu ceux qui arrivaient en ordre utile. Donc, le tout premier qui arrivait en ordre utile, qui avait le plus de points. Et ceux-là sont dans les 24 ministères. Et maintenant, il faudra élargir dans les autres ministères pour que nous basculions afin que chaque secteur, chaque ministère ait les moyens de sa politique. Que chaque secteur bénéficie de la déconcentration de la dépense publique et que nous n'ayons plus ce que nous venons de vivre avec pratiquement de gens qui ont de cumul de salaires par-ci par-là. Les gens ont de cumul de salaires par-ci par-là, pourquoi? Parce que tout est concentré aux finances et au budget. Mais maintenant, le gouvernement dit, la loi dit, il faut déconcentrer la dépense publique. Je pense qu'avec la déconcentration de la dépense publique, nous n'aurons plus de gens qui vont être intervenants partout. Il est intervenant dans tel ministère, intervenant dans tel autre ministère, intervenant dans tous les ministères. Non, je pense que ce sont des actes de fraude que nous devrons tout à fait bannir. Merci. Merci, monsieur Henri Kanakana, président de Transparence et Justice sociale, un mouvement du syndicat au sein de la fonction publique. Vous avez vos inquiétudes, vous aviez des explications et vous nous les avez données dans cette intervention. Un dernier message? Oui, un dernier message, c'est que les agents de structure standard dont je suis en train de parler là sont en train d'attendre que leur dossier en souffrance auprès de son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, obtiennent une sanction, soient sanctionnés. Parce que le dossier, on fait longtemps, il y a eu des revendications que nous avons portées à la connaissance du gouvernement, et il y a des travaux qui ont été faits avec le cabinet du vice-premier ministre, mais à ce jour, tous les dossiers qui lui ont été soumis n'ont pas encore été sanctionnés. Soit il les sanctionne positivement, soit il les sanctionne négativement. Mais je pense que des dossiers qui ont reçu des avis favorables et des conseillers et du directeur de cabinet, ce sont des dossiers qui doivent être sanctionnés positivement pour faire avancer les pays. Les agents sont très mal payés, ces agents des structures standards. Il faut quand même réajuster leur paiement. Parce que ce sont eux qui doivent assurer les basculements. Ce sont eux qui doivent assurer la réforme de l'administration publique. Et ces agents, ce sont des agents de la réforme au même titre que les énarques, que les jeunes professionnels. Mais cependant, nous avons l'impression que le gouvernement pense que la réforme sont simplement les énarques et les jeunes professionnels. Nous disons non. La réforme, c'est bien sûr les énarques, les jeunes professionnels, mais aussi les structures standards. Et plus les structures standards, parce que les agents de structures standards, on ne voit pas les agents, on voit les structures. Et en français, on dit bien que les hommes passent, mais les institutions restent. S'il y a une bonne implémentation des structures standards dans tous les ministères, je pense que nous aurons à mettre fin à toutes ces antivaleurs de corruption, concussion et autres choses. Merci beaucoup, monsieur Henri Kanakana. On va passer à notre deuxième dossier de ce soir.